Il y avait un salon de la LIA à Paris. Les organisateurs m'ont dit qu'ils ont eu une augmentation de visiteurs de 450%. Ça veut dire que les Juifs veulent se rapprocher des uns des autres. Et donc, dans l'éducation, c'est du quotidien. C'est pas qu'est-ce qu'on fera dans 10 ans. C'est qu'est-ce qu'on engage maintenant qui aura un impact dans 10 ans. Et c'est très difficile de répondre à cette question. Mais à plusieurs, on a quelques pistes. Nous sommes ensemble avec Joe Toledano, qui est président de l'école juive moderne et qui était en Israël pour un voyage de solidarité, mais également, on va dire, de focaliser sur la transmission de l'éducation juive à travers le monde et notamment en France, et Eliezer Schilt, qui est directeur opérationnel de l'Amorim United pour les francophones. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, Joe Toledano, on va commencer par vous. Vous êtes, on va dire, un briscard de l'éducation informelle et formelle en France. Vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez dirigé la Fondation Rachi, vous avez travaillé à l'Institut de formation NEER pour les professeurs, vous dirigez une école, vous avez fait beaucoup de choses, entre autres, je vais pas tout raconter. Pourquoi vous avez accepté de participer à ce voyage organisé justement par l'Amorim et par le ministère de la Diaspora? Le choc de la journée du 7 octobre a bouleversé la vie juive. A bouleversé bien sûr Israël, mais tout juif qui est proche de son identité et de sa communauté a été touché. Et si je puis dire, depuis le 7 octobre, nous sommes accrochés aux informations. Nous suivons les mauvaises nouvelles, puisque nous avons des proches, des amis, et nous suivons aussi les lueurs d'espoir quand elles apparaissent. Je suis venu, à titre personnel d'ailleurs, accompagné de mes 2 filles, pour faire du volontariat en décembre, et j'étais très heureux de partager avec des Israéliens des activités simples, de cueillir des pamplemousses ou de fabriquer des repas pour des soldats et pour des personnes déplacées. Et j'ai été marqué par une compagne de cueillette, une dame qui a la quarantaine. Et comme je ne voulais pas trop me baisser en raison de mon âge et qu'elle était plus jeune, elle avait la quarantaine, on s'est répartis, moi le haut, elle le bas des arbres, et on travaillait très bien tous les deux et on remplissait des bacs. Et à 1h, alors qu'elle a travaillé vraiment sans arrêt depuis 7h du matin, à 1h, elle me dit « je m'en vais ». Je lui dis « quoi, t'es fatigué ?» Elle me dit « ah non, pas du tout, je vais aller ouvrir mon cabinet ». De médecin que je ferme le matin, je dis à tous mes patients de venir l'après-midi. Alors je lui dis, mais pourquoi vous avez passé la matinée à me remercier? Qu'est-ce que je fais? Elle me dit, votre présence ici, c'est pour moi un espoir. Parce que si je faisais ça toute seule, je me dis, oui, il faut sauver le pays. Mais je vois que nous sommes au moins 2 partenaires. Alors, quand j'ai été invité à cette réunion de consultation des dirigeants de l'éducation juive en diaspora, je l'ai pris un peu sur le même ton, c'est-à-dire je me suis dit, peut-être que les Israéliens et les Juifs de diaspora, c'est le moment où ils ont quelque chose à partager. Bien sûr, il faut partager le temps du deuil, de l'inquiétude, et on est en pleine guerre, mais en même temps le temps des questions, parce que les questions, elles sont devant nous. Quand on fait de l'éducation, il y a là actuellement, il y a des élèves, des étudiants qui sont dans les classes, dans les universités, etc. Eux, ils ont besoin qu'on avance, ils ont besoin que leur avenir se dessine. Bien sûr, puis ils sont confrontés à l'antisémitisme, ils n'ont pas toujours les réponses. En Europe, aux États-Unis, etc., c'est ce qu'on s'est dit à tous les collègues qui nous sommes retrouvés ici. Effectivement, l'identité juive et sa transmission ne peuvent plus l'être sur le même mode après le 7 octobre. Alors, ce voyage, il y avait 20 personnes, 10 responsables israéliens. Eliezer, le but, c'était quoi exactement? C'était réfléchir à l'avenir, comme dit Jo, trouver des réponses concrètes? Alors, il y avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était avant tout une mission de solidarité
C'est-à-dire qu'on avait du côté de l'Amorim United, donc c'est-à-dire l'Amorim c'est pour les écoles juives en France et United c'est pour l'ensemble des écoles juives dans la diaspora, donc une initiative du ministère israélien de la diaspora, en matching avec des fondations, comme c'est le cas à l'Amorim avec les principales fondations françaises dans l'éducation juive. Et du coup, ce qui revenait, c'est cette volonté de se retrouver pour exprimer sa solidarité, qu'on soit directeur d'une grande institution à New York, en Australie, en Afrique du Sud, à Berlin, en Angleterre, à Paris, se retrouver avec des Israéliens et avancer sur ce point-là. Mais le deuxième objectif, c'était évidemment de réfléchir sur on a des questions aujourd'hui et demain. Et demain, c'est pas après-demain. C'est-à-dire que dans l'éducation, on peut pas attendre le dernier moment pour anticiper comment on va répondre à tous ces défis et tous ces bouleversements occasionnés par ce qui s'est passé, produit le 7 octobre. On doit redéfinir ce qu'est l'identité juive aujourd'hui, Jo. Elle se redéfinit par elle-même, c'est-à-dire on doit la définir peut-être, mais c'est pas une théorie. C'est la manière dont les Juifs vivent les événements actuels et se projettent dans l'avenir. Par contre, on sait que quand on fait de l'éducation, on fait de l'investissement. L'éducation, c'est vous mettez de l'argent dans quelque chose dont le rapport sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Comme effectivement les choses prennent une autre allure dans le peuple juif et en Israël, il ne faut pas attendre demain après-demain pour commencer à réfléchir. Nous sommes sortis avec quelques pistes. C'est-à-dire, oui, il faut investir. C'était pas on va dire une réunion, un congrès. Bon, ça a duré quelques jours, mais où c'était bon, voilà, on est là, on est ensemble, on échange. Non, et point. Il y avait vraiment du concret. C'est une réunion de responsables, de décideurs qui sont aux commandes de l'éducation juive, comme ça a été dit, aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs, et en Israël. Donc c'est nous qui sommes au poste de commandement. Qu'est-ce que nous décidons aujourd'hui et demain? Alors je dirais la première chose, et c'est pas facile en Israël, mais c'est pas facile non plus en diaspora, c'est de continuer ce qu'on fait. C'est qu'il y a eu une tentation de fermer des écoles. D'ailleurs, il y a des écoles qui ont fermé parce qu'il y a une panique. Il y a une peur des parents. Je vais pas envoyer mes enfants à l'école juive, etc. Donc, il a fallu que l'armée, en France, par exemple, que l'armée arrive, que la police renforce la sécurité, etc. Donc, d'abord, il faut continuer. Et il faut, si je puis dire, donner du courage et de la volonté aux enseignants. Les enseignants, une partie d'entre eux sont liés à Israël, si je puis dire, familialement, personnellement. Beaucoup de directeurs ont des enfants qui habitent en Israël. À l'armée donc, aussi. Donc, il y a un souci, si je puis dire, premièrement, de continuer. En février, on admet les nouveaux élèves pour l'année prochaine. En mars, on décide du recrutement de nouveaux professeurs, d'ouverture de nouvelles classes. En février, la directrice de l'école dont je suis président nous a dit en conseil d'administration il y a quelques jours, la liste d'attente qui d'habitude est de 40 élèves, elle est de 120 élèves. Donc il y a une demande de beaucoup de juifs qui n'auraient pas pensé ou qui n'avaient pas les moyens ou qui sont trop loin de l'école juive. Donc il faut faire face à cette demande. En raison du 7 octobre et des actes antisémites. Je dirais, les raisons, on peut les imaginer. Mais il y a une demande, Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une demande. Vous savez qu'il y avait un salon de l'Aliyah à Paris. On dirait que par rapport aux années précédentes, mais les organisateurs m'ont dit qu'ils ont eu une augmentation de visiteurs de 450%. Ça veut dire que les Juifs veulent se rapprocher des uns des autres. Bien sûr. Et donc, dans l'éducation, c'est du quotidien. C'est pas qu'est-ce qu'on fera dans 10 ans. C'est qu'est-ce qu'on engage maintenant qui aura un impact dans 10 ans. Et c'est très difficile de répondre à cette question. Mais à plusieurs, on a quelques pistes. Alors, vous avez eu des pistes, Eliezer. Quel genre de pistes? Alors, je pense que ce qui est ressorti principalement de toutes ces rencontres, c'est qu'on n'est pas resté dans la théorie seulement. Il y a eu un partage, échange, réflexion, et très vite, les conclusions ont été sur il faut agir dans des directions. Et le point commun de ce qui est ressorti, peu importe l'endroit dans le monde, c'est l'hébreu. Ça, je pense que c'est un axe important qui permet de fédérer
toutes les écoles, tous les lieux d'éducation juive. C'est-à-dire apprendre l'hébreu de plus en plus, exactement, avec des méthodes modernes. Exactement, et surtout en faire ce lien qui va réunir tout juif dans le monde et en Israël. Il y a d'autres pistes ou c'est la principale? Il y a une deuxième piste qui est revenue à plusieurs reprises, c'est la présence d'Israéliens dans le système éducatif juif en diaspora. Actuellement, si je puis dire, Israël est devenu quelque chose que nous avons l'air de connaître, mais en même temps quelque chose qui devient étranger. Parce qu'il s'est passé un événement totalement inadéquat avec l'idée qu'on se faisait d'Israël. L'effondrement de l'idée de sécurité en Israël est une responsabilité pour chacun d'entre nous qui interpelle une proximité nouvelle. Nous avons beaucoup parlé de la présence de ces Israéliens qui viennent comme shlichim, comme volontaires, comme professeurs permanents, peu importe, ou qui habitent en Europe et dans le monde et qui peuvent se rapprocher de l'éducation juive. Ce serait effectivement une des choses que nous souhaiterions développer, c'est qu'il y ait beaucoup plus d'Israéliens qui traversent le système éducatif juif en diaspora et peut-être des Juifs qui traversent le système éducatif juif en Israël, des échanges, on va dire des échanges. Parce que s'il y a un problème effectivement d'évolution de l'identité juive, et c'est évident qu'il y a on constate qu'il y a les barrières sont en train de tomber, une partie des barrières. Je ne suis plus toi religieux, moi pas religieux, toi sioniste, moi sioniste. On est dans le même bateau. Le peuple juif est en danger et tout le monde l'a perçu. Donc on a une identité juive à assumer, chacun à sa manière. Mais il y a une deuxième chose qui vient plus de diaspora que d'ici, mais même d'ici on l'aperçoit, c'est de se faire de nouveau comprendre par le monde non juif. C'est de redevenir un citoyen intelligent et fort partout où on Alors, justement, ça nécessite évidemment des outils, ça nécessite aussi beaucoup de compréhension de ce qui s'est passé, des cartes, savoir expliquer, connaître son histoire. Il y a beaucoup de jeunes, et je pense, alors vous, évidemment, vous êtes directeur d'une école juive, mais beaucoup de jeunes de la communauté ne sont pas forcément dans des écoles juives. Il y a aussi toute la partie de l'éducation informelle, où les gens ont besoin d'outils, de mieux connaître leur histoire, de se l'approprier. Est-ce que vous avez parlé de ce genre de problématiques? Il y a des jeunes qui demandent des punchlines quand ils sont attaqués dans des cours d'école, dans des lycées, dans des universités, pour pouvoir répondre, parce qu'ils ne savent pas. Si vous permettez, c'est quelque chose qu'on avait déjà anticipé avant même d'avoir fait cette délégation dès le 8 octobre. C'est-à-dire que l'Amorim United et d'autres mouvements comme la Noire, etc., on s'est immédiatement mobilisés pour répondre à cette attente qui est sortie immédiatement. Donc sont mis en place ces outils pour permettre à des jeunes aujourd'hui d'avoir des réponses à des questions on va dire, aussi bien de base sur l'histoire d'Israël, etc., que comment je réagis face à tous ces arguments que je peux entendre ici ou là, qui m'interpellent, qui m'agressent dans mon identité, et je n'ai pas forcément les outils pour savoir quoi dire, ou au-delà de... non. Donc ça, c'est une question qui a été prise en compte et qui est traitée. Quelles ont été, on va dire, les problématiques qui sont vraiment ressorties entre tous ces dirigeants à travers le monde, quoi? Est-ce que vous avez eu des terrains communs au niveau des problématiques éducationnelles ou pas? Les problématiques psychologiques sont essentielles. Les modalités de transmission, et je dirais, vous avez eu la bonne idée de m'inviter avec Eliezer Schlitt de l'Amorim, en réalité sont déjà un petit peu en route. Parce que la création de United et de cet esprit-là, d'une espèce de partenariat, et pas la vérité venait d'Israël. Pour beaucoup d'Israéliens, on va aller dire aux Juifs de diaspora comment ils doivent être. Après le 7 octobre, ce discours-là ne marche plus du tout. Déjà, il ne marchait plus depuis un certain temps, et particulièrement dans l'éducation. Parce que vous ne pouvez pas dire à un professeur en France que quelqu'un peut être meilleur que lui pour sa classe. Il est persuadé qu'il est le meilleur. Donc l'Amorim est venu lui dire « Tu es le meilleur, mais nous allons t'aider à être encore meilleur pour toi-même. Nous n'allons pas t'apporter une vérité. » Donc le fait qu'il y ait des plateformes, des espaces de partenariat entre
le monde de l'éducation en Israël, qui est un monde qui se confronte à beaucoup de problèmes, plus les problèmes nés depuis le 7 octobre, et le monde de l'éducation juive, dans lequel il y a quelques perles incroyables. Il y a des réussites incroyables, en France, aux États-Unis, etc., qui sont exemplaires. Je dirais, ce travail-là a déjà commencé avec United. Je pense que la meilleure idée, ce serait vraiment de renforcer ces organismes-là, United, la Morim, la Noar, et de les renforcer par des moyens stratégiques forts. Par exemple, j'ai parlé de la présence israélienne. Israël a envoyé 300 000 soldats pour combattre les assassins. Il faut qu'elle envoie 3 000 personnes en diaspora pendant 2-3 ans. Que les Juifs retrouvent des Israéliens qui s'intéressent à eux. Parce que les Juifs s'intéressent à Israël, mais aujourd'hui, ils sont un petit peu refroidis. Ils disent, mais est-ce que vraiment les Israéliens pensent que nous pouvons les comprendre. Moi, j'ai été étonné quand j'ai parlé du volontariat. J'étais étonné que les Israéliens n'arrêtent pas de me remercier. Ils me disent, vous me remercier. J'ai la chance de pouvoir faire quelque chose au lieu de passer bêtement mon temps. Donc, on va dire qu'on ne se connaissait plus très bien. En gros, il faut qu'on refasse connaissance. On était en train de devenir un peu étrangers les uns aux autres. Alors, il y a quelque chose qui est très, très touchant dans votre voyage. Vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez parlé, mais bien sûr, vous avez rencontré aussi les Israéliens, vous avez été à Ofakim, mais vous avez aussi décidé d'aller voir des familles d'otages. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'on se demande, mais qu'est-ce que ça va apporter? Alors moi, je vous pose la question, qu'est-ce que vous en avez tiré et pourquoi c'était tellement important dans ce voyage, Eliezer, de rencontrer des familles d'otages? Ce qui était important pour nous quand on a conçu cette mission, nous, c'était pas que United, parce que je l'ai pas précisé en introduction, c'était aussi un partenariat avec l'OSM, le département d'éducation. Il y avait le fonds Pincus, le centre Koret, tout ça évidemment sous l'égide du ministère israélien de la diaspora. Donc c'est un ensemble de personnes qui ont réfléchi à ce programme et qui ont dit c'est vraiment important que pendant ces 4 jours qui vont être intensifs, il y a aussi cette réalité du quotidien israélien qui sont le sort des familles d'otages, qui sont les visites des lieux dans le sud, qui sont les visites d'écoles qui sont perturbées, comme à Ofakim, et pour être en face, vraiment concrètement, en phase avec cette réalité israélienne qu'on perçoit des journaux depuis Paris, depuis New York, et c'est pas la même chose quand on est sur place. Alors, il y a une réponse juive, j'imagine, Jo, à cette, ce que c'est que rencontrer les otages. Dans ces 4 jours de travail très intenses, on a eu 1 journée et demie de visite sur le terrain, 1 journée dans le sud, à Kfar Aza, à Ofakim, à Sderot, et sur le champ de la nuit de danse, et 1 demi-journée au musée de la diaspora, pour rencontrer les familles d'otages. Mon sentiment à moi, c'est que le moment de cette rencontre, pour lequel j'avais pas d'inspiration précise, je pense que c'était le moment le plus juif de tout notre séminaire, puisque nous travaillons sur l'identité juive. Retrouver la responsabilité que le peuple juif a de chacun de ses membres m'a paru tellement puissant. Pourtant, nous avons rencontré des gens dont le judaïsme n'a pas l'air tellement une grande... Mais je me dis, finalement, Israël a été depuis sa création, pour chaque juif, l'idée qu'il n'est plus tout seul, qu'il n'est plus abandonné là où il est. Moi, j'ai suivi des aliyot, j'ai accueilli des aliyot à Paris, parce qu'il y a eu des passages par la France, etc. Et je voyais ces Éthiopiens qui débarquaient d'avion avant de changer d'avion pour aller vers Israël. Le Messie était venu. Et je dis, il y a des juifs qui sont pris en otage, on ne sait pas s'ils sont vivants, etc. Et nous sommes allés écouter leurs familles, leurs parents, leurs témoins, etc., je dirais ça c'est vraiment quelque chose de profondément juif. Le reste, apprendre le chumash et parler l'hébreu, etc., vient après. Mais d'abord la responsabilité. Et si nous arrivons dans le système éducatif juif à enseigner la responsabilité pour les responsables étudiants, pour les jeunes, pour les élèves des écoles, etc., nous avons gagné la majorité du pari. Parce que le reste viendra, ou vient.
Même si c'est une question extrêmement épineuse, dont débat jour après jour la société israélienne, comme un déchirement auquel on ne trouve pas encore vraiment de solution. On espère vraiment qu'ils reviendront tous très vite. En tout cas, voilà, on voulait juste vous faire part de ce qui se passe en Israël, entre toutes les communautés juives du monde, et notamment la communauté juive de France. Merci d'avoir été avec nous, vraiment. Merci. On espère qu'il y aura des résultats. Vous revenez quand vous voulez pour nous raconter tous les projets que vous avez mis en place. À bientôt. Merci, puisque j'ai l'occasion de vous remercier, parce que effectivement, le travail de votre studio Kalita a aussi impacté positivement ce dialogue possible. On essaie d'être une vitrine puisque sur la communauté juive a accès à une information, si je puis dire, directement de Jérusalem, et que vous avez probablement eu des retours depuis le 7 octobre. Je pense qu'on dit, c'est bien que ça existe là, vraiment, j'en ai besoin. Oui, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, merci. Merci et bonne continuation. On va essayer. À très bientôt. À très bientôt. Tous les deux.